vous méditez, c'est pour libérer à un moment donné de l'espace, pour accueillir les nouvelles choses. Il y a quelque chose qui est en plus, il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond lorsqu'on applique la méditation, c'est que ça nous connecte à une nature. Et ce calme-là, c'est pas lié à un calme qui est fabriqué. Quand vous êtes dans une sensation agréable, l'attachement. Quand vous êtes dans une sensation désagréable, il y a aussi attachement. Bonjour à tous et à toutes. Comme on ouvre l'année, donc pour cette ouverture de la nouvelle année 2025, je voudrais vous souhaiter tous mes meilleurs vœux de bonne santé, de bonnes conditions pour vous, vos proches, vos familles et tous vos projets, on va dire, bénéfiques pour vous, pour votre entourage, puissent ces projets se réaliser dans les meilleures conditions. Donc, c'est vrai que la santé porte au premier plan de la voie en fait de la vie. Et après, bon, vous avez tout votre entourage secondaire, le travail, ceux qui sont à la retraite, une bonne retraite. Et que voilà que vos proches puissent aussi avoir avec vous des relations d'harmonie le plus stable, le plus équilibré possible, pour vous laisser beaucoup plus de temps dans la pratique, dans la méditation. Il y a moins d'inquiétude, moins de soucis pour cette année, pour vous. J'espère que vous attaquez l'année avec tous ces points positifs. Alors, à la pagode, nous, on va méditer, on va reprendre nos pratiques de méditation. Puis, je pense que les nouvelles années nous offrent aussi beaucoup de choses qu'il faut les prendre telles qu'elles arrivent, tel un enseignement, une leçon de vie. Je pense que les choses difficiles ou faciles qu'on rencontre nous permettent toujours, si on les prend correctement, de grandir avec, hein, et pas simplement de résister ou de rentrer en conflit. Et ça, je pense que les bonnes énergies nous ouvrent vraiment la voie de cette année. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui n'ont jamais médité? Un peu, un peu. Alors, je vais juste rappeler la posture de la méditation. Donc, c'est la posture du Bouddha, donc qui se trouve derrière moi. Donc, c'est vrai que le point central de la posture, c'est la colonne vertébrale. C'est cette colonne vertébrale qu'il faut essayer de maintenir. Votre attention revienne de temps en temps sur cette posture de la colonne vertébrale. Ça vous permet de réajuster le cou et la tête dans le même prolongement. On évite de méditer la tête tombante. Essayez de maintenir une ligne droite dans votre posture. Au niveau des yeux, donc c'est mi-clos. Donc on regarde à 45 degrés au niveau du sol. Donc si on n'a pas l'habitude de garder les yeux mi-clos, on peut les fermer jusqu'au moment où on se sent bien et les réouvrir. Et pas les maintenir complètement fermés, puisque quand on médite, on essaye de méditer en pleine conscience, donc ouvrir toutes nos consciences.
Donc si on fermait les yeux, on devrait fermer les oreilles, le nez, la bouche. Ça va être compliqué pour respirer. On garde les yeux mi-clos. Adopter une respiration naturelle, sans forcer, sans accélérer ni décélérer. Dans la méditation, il y a cette notion de non-saisie. Donc, les choses qui vous arrivent, eh bien, vous essayez de ne pas les saisir. Alors, saisir, ça veut dire réagir sur ce qui arrive. Alors, comme quand vous entendez un bruit, vous laissez le bruit arriver, vous accueillez le bruit, vous acceptez le bruit et vous laissez partir le bruit. Il n'y a pas de saisie. Donc, adoptez juste une posture d'observateur. C'est la conscience qui observe. Donc, les bruits, les images, les goûts, les odeurs font partie des nuages qui viennent vers vous. Dans votre posture, vous pourrez avoir des sensations agréables, voire désagréables, des douleurs qui apparaissent. Des états émotionnels, des pensées, des réflexions, des trains d'idées. Vous les laissez venir, vous les observez, vous les laissez partir. Ne faites pas une fixation sur ces éléments. Utilisez votre conscience comme l'essence de la méditation. Pour tout le monde. Des choses qui vous ont perturbé, des images, des sons. Votre posture, tout simplement. Il est vrai que quand on médite, quand on a, on va dire, un passé qui est proche, qui est stable, qui est équilibré, harmonieux, et quand on médite, on a cette sensation aussi. Et quand on a un passé compliqué, des événements qui sont déroulés, eh bien, on peut avoir ces images-là qui arrivent et penser qu'en méditant, on va chercher une solution. Des fois, on prend la méditation comme un outil de solution. Chercher à solutionner une situation qui est compliquée, qu'on est en train de vivre ou qu'on vient de vivre mais qu'on n'a pas pu résoudre. Donc on pense qu'en méditant, on va avoir cette solution qui va apparaître et puis appliquer. Alors, ça peut arriver, mais c'est pas une volonté. Comme quand vous dormez, on dit la nuit porte conseil. Donc quand vous dormez, et puis le matin, vous avez une solution à un problème que vous avez, ça c'est possible. Mais la méditation, il n'y a pas de recherche de méthode, de technique ou de solution à un problème.
Méditation, c'est juste observer ce qui s'élève et pas saisir ce qui s'élève. Donc, que ce soit votre histoire passée, ça peut s'élever, ça arrive ici. J'ai juste en train d'observer devant votre écran cette histoire, sans saisir, sans chercher à résoudre quoi que ce soit. Juste laisser le film tourner et le film va se terminer. Et si il se rembobine et qu'il revient à nouveau, eh bien, on laisse le film à nouveau tourner sans réagir. N'oubliez pas que quand on ne saisit pas, eh bien, il n'y a pas à garder. On laisse ces phénomènes partir. Quand les phénomènes partent, eh bien, il n'y a plus de phénomènes à un moment donné de ce type-là. Donc, quand vous méditez, c'est une bonne chose que les films du passé, mais qui ne sont pas forcément des bons films pour vous, vous êtes dans un jeu d'acteur qui n'est pas du tout votre jeu d'acteur, hein, vous allez essayer simplement de lâcher ce film. Mais laissez le film tourner, vous n'en faites rien, vous ne réagissez pas, vous laissez le film tourner. Et à chaque fois qu'il va tourner, à chaque fois qu'il est rembobiné et qu'il tourne, la prochaine fois, il diminuera de son importance, de sa force, jusqu'à quand le film n'a plus d'énergie, eh bien, il est plus projeté. Et là, vous avez lâché. Tant que le film, il est ancré en vous, c'est-à-dire que vous lui redonnez de l'énergie, il n'y a pas d'espace qui va être libéré. N'oubliez pas que quand vous méditez, c'est pour, jusqu'à un certain moment, libérer de l'espace en vous. Quand vous méditez, c'est pour libérer à un moment donné de l'espace, pour accueillir les nouvelles choses. Donc, il n'y a pas à fabriquer, il n'y a pas à réaliser, ni créer un scénario dans votre film. Des fois, quand le film il tourne, on veut créer un scénario secondaire. Et on va jouer à nouveau dedans pour voir la solution. Quand on médite, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas d'action. Il y a juste l'action du phénomène. Nous, intérieurement, il n'y a pas d'action. Donc si c'est trop fort, quand le film il est trop violent, vous pouvez méditer sur l'essence de la vie, c'est-à-dire la respiration. Quand le film il est violent pour vous, c'est-à-dire ça développe des états émotionnels pour vous, eh bien vous allez poser votre conscience sur votre respiration qui est naturelle. Vous inspirez, vous expirez, sans qualifier. C'est une inspiration, c'est une expiration, si ce n'est que pour vous aider à voir les choses. D'accord? C'est juste un mouvement. Et sans en faire quelque chose, c'est juste quelque chose de très naturel. On peut travailler ce type de méditation lorsqu'on subit tout simplement des situations compliquées, que ce soit une maladie, que ce soit une relation, que ce soit une situation. Vous pouvez vous poser, les choses vont arriver naturellement. Ne cherchez pas dans votre corbeille du passé quel film, quel DVD je vais mettre en place. Donc vous posez et tout ce qui s'anime, tout ce qui s'élève, vous laissez les choses s'élever. Des fois les choses positives s'élèvent, puis d'un coup les choses négatives vont s'élever. Vous laissez sans saisir. Et donc plus vous lâchez, plus vous allez
affaiblir ces mouvements, affaiblir ces phénomènes, et vous allez libérer l'espace. Je ne sais pas si c'est clair dans mes explications, mais essayez d'observer ça chez vous. Donc, on va reprendre la posture. Je ne sais pas si vous avez des questions pour ça. On va reprendre la posture. N'oubliez pas que si vous avez une posture qui crée des blocages, vous pouvez changer de posture en cours de la session. Ce n'est pas une obligation de rester ancré et de s'obliger à rester dans cette posture qui nous fait mal. Donc, on peut changer de posture sans se dire qu'on va déranger nos voisins. Il ne faut pas se dire ça, il faut juste changer la posture en conscience. Et pareil, vous laissez les choses se manifester. Quand il y a un son qui se connecte à vous, peut-être qu'il y a une émotion d'énervement, parce que le son vous perturbe, vous laissez l'émotion s'élever. L'énervement, c'est juste un schéma énergétique en vous. Vous laissez ce schéma se manifester. Ça va pour les articulations. Alors, pendant cette session, qu'est-ce qui s'est passé? Que du ciel bleu, pas de nuages. En fait, la pratique méditative formelle, c'est-à-dire cette posture formelle de méditation, nous aide à appliquer la méditation à l'extérieur, dans nos activités par exemple, dans la vie quotidienne. Il est vrai que si nous fermons les yeux dans la vie quotidienne, ça va être compliqué. C'est pour ça que prendre une posture méditative, c'est une posture qui ne change pas qu'on soit ici ou à l'extérieur. Après, la plupart des personnes qui méditent ferment les yeux. Qu'est-ce qui ferme les yeux? Qu'est-ce qui ferme les yeux? Donc, la plupart des personnes ferment les yeux. Parce que souvent, on se dit, quand on ferme les yeux, quand on médite, on ferme les yeux, on a plus de facilité à se recentrer. Se recentrer, est-ce que ça fait partie de la méditation? Se recentrer, c'est aller à un point ou aller vers l'intérieur. Si on vient vers l'intérieur, c'est comme si on méditait dans une grotte hors de la société. Oui. Donc, on pourrait méditer dans une grotte hors de la société. Au moins, on va rester là, dans la grotte. Personne ne vient nous perturber. Il n'y a pas de musique. Et il n'y a pas de personne qui prend des photos. On ne sera pas perturbé. Mais nous ne fonctionnons pas comme ça. Quand nous méditons, c'est pour voir notre fonctionnement avec la société. Donc pour ça, on a besoin d'ouvrir nos consciences, de voir que dans cette situation, je réagis comme ça. J'ai cette émotion-là qui s'élève en moi. Donc je fonctionne, je suis comme ça. Je suis énervé, je suis jaloux, je suis en colère, j'ai la haine contre cette personne. Si je ferme les yeux, je ne peux pas me voir. Et vous regardez vous devant votre miroir,
si vous vous habillez, si vous vous maquillez, si vous coiffez, en fermant les yeux. C'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que la méditation fait partie intégrante de notre nature. On ne fabrique pas la méditation. On ne conçoit pas l'outil méditatif pour qu'on puisse être zen, être bien intérieurement. Si c'est ça, c'est une méditation qui est liée à une fabrication, une méditation qu'on entend autour de nous. Hein, quand vous êtes agité, vous allez méditer pour être calme, sans savoir que la méditation qu'on exerce là, c'est une méditation qui va au-delà du calme. Le calme, c'est juste une étape de la méditation. Mais cette étape-là, ce n'est rien. Si pour nous, c'est beaucoup de choses, c'est qu'on va s'arrêter à cette étape quand on va méditer. Quand on aura trouvé notre calme intérieur, on va vivre avec ce calme intérieur, en lien avec l'extérieur. Et on va s'arrêter là. On dit aujourd'hui, j'ai pu acquérir ce calme intérieur. Maintenant, face aux situations de la vie, je reste toujours calme. Mais au fond de moi-même, je ne sais pas comment je suis. On peut m'assommer, je serai calme aussi. Extérieur et intérieur. Donc, il y a quelque chose qui est en plus, il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond lorsqu'on applique la méditation, c'est que ça nous connecte à une nature. Et ce calme-là, c'est pas lié à un calme qui est fabriqué. Parce que la méditation, elle n'est pas fabriquée. C'est pour ça que le calme, il ne peut pas être fabriqué. Donc, vous pouvez utiliser la méditation comme une fabrication au début. Parce que vous ne savez pas trop ce que c'est. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez être dans une posture beaucoup plus détendue, vous méditez que sur votre respiration. Vous serez lancé dans la méditation. Mais c'est juste au début. C'est comme on a des starters pour courir. Donc vous mettez vos starters, c'est fabriqué. Donc ça va vous lancer. Mais après, vous n'avez plus besoin de starter. Donc vous n'aurez plus besoin de la fabrication de la méditation. Donc pour ceux qui commencent, on peut avoir ce sens-là de fermeture de la conscience visuelle, parce que ça, on acquiert une autre posture intérieure beaucoup plus facilement, mais juste tester. Des moments où vous allez méditer les yeux ouverts, complètement. Et quand ça vous perturbe, quand il y a quelque chose là, une sensation ou quelque chose en fait qui vous déstabilise intérieurement, observez. Observez simplement ces phénomènes-là, instables. En fait, c'est un bon moyen aussi pour voir comment nous fonctionnons lorsque on est dans une posture qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et ça, c'est très riche en même temps. Si on prend toujours les bonnes habitudes de méditation, un cadre, un objet, une attitude, ben on ne connaîtra que ça. C'est-à-dire, c'est restreint comme connaissance. Connaître que ce qui est bien chez nous et ce qui n'est pas bien, ne pas le connaître, je pense qu'il manquera à un moment donné une connaissance de soi. Ça, je dis toujours, méditez quand vous êtes en colère, méditez quand vous êtes dans des états instables, méditez quand vous êtes malade. Et vous allez vous connaître à ce moment-là sur tous les plans de vous-même, les facettes de vous-même. Et vous saurez quelle partie de vous-même
vous pourrez changer parce que c'est pas bénéfique pour vous, parce que c'est pas bénéfique pour les autres. Mais le plus difficile, c'est la parole. Quand nous méditons formellement, on n'utilise pas la parole. Donc on ne sait pas quel type de parole, quel type de phrase, quel mot, quel vocabulaire on va utiliser face à la situation. Donc quand vous allez vivre à l'extérieur, vous avez l'outil parole que vous allez utiliser et vous dites, tiens, j'ai pas pris conscience de ça. Donc, il n'y a que la parole qui peut avoir une conséquence que vous ne pourrez pas comprendre. Mais ce n'est pas grave. Parce que quand vous méditez formellement, vous voyez tous les phénomènes extérieurs qui arrivent, intérieurs qui s'élèvent. Et cette conscience-là, vous gardez quand vous allez vivre à l'extérieur. Donc, si vous prenez conscience à ce moment-là de ce que vous dites, eh bien, ça va vous faire réfléchir peut-être à ce moment-là si c'est adapté ou non. Si ce n'est pas adapté, vous aurez la possibilité de corriger instantanément. Oui. Donc, dans un sens, ça peut vous faire avancer aussi sur une forme d'évolution pour vous, hein, dans l'adaptation de votre environnement. Donc, je pense, à mon avis, que cette posture méditative, c'est-à-dire cette conscience ouverte, à tout niveau, peut nous aider à s'élever en conscience. Parce que quand on vit à l'extérieur, hein, on vit avec les niveaux basses de la conscience, c'est-à-dire visuel, auditive, olfactive, gustative, tactile. Ça, c'est les niveaux basses de la conscience. Mais pour se détacher de ces niveaux basses, il faut élever la conscience. La conscience, elle se positionne peut-être au niveau mental. Hein. Quand c'est au niveau mental, ça ne touche plus le niveau visuel. Donc ce que vous voyez, grâce à ce niveau mental, vous n'êtes plus prisonnier du niveau visuel. Donc c'est aussi un moyen à ce moment-là de laisser passer. Et comme quelqu'un qui dit du mal sur vous, c'est la conscience auditive, mais vous êtes au niveau conscience mentale, donc ça rentre et ça repart. C'est pas stoppé à ce niveau. C'est pour ça qu'il faut, quand on travaille sur tous nos niveaux de conscience. Hein. Et c'est dans ce sens-là aussi, puisque les consciences sont liées à nos sens, donc on va travailler sur une méditation sur nos sens. Et si vous êtes trop sensible au bruit, vous allez juste méditer sur la conscience auditive. Vous allez, par exemple, dans des lieux où il y a beaucoup de bruit, vous posez, vous méditez. Il y a des bruits qui sont agréables, il y a des bruits qui sont désagréables. Et vous allez méditer sur ces phénomènes sonores. Ça arrive. Vous allez accueillir, vous allez accepter et laisser passer ces bruits, sans saisir. Et c'est comme ça qu'on arrive tout simplement à non pas contrôler, hein, c'est pas contrôler les sens, simplement à voir comme des phénomènes qui arrivent, comme des nuages qui arrivent. Et c'est comme ça qu'on garde le calme mental, naturellement. Il n'y a pas quelque chose qui déclenche chez nous. Donc on va faire une troisième session. On va reprendre la posture. Alors si parmi vous, il y a des personnes qui connaissent les sens où vous avez beaucoup de sensibilité, hein, si vous êtes sensible visuellement, auditivement, etc., ou même au niveau des odeurs, eh bien vous allez méditer sur ces sens-là. D'accord ? Dans cette session, la conscience, elle va simplement se connecter
sur les sens, hein, qui sont trop sensibles pour vous. D'ailleurs, ça vous perturbe lorsque vous avez tel ou tel niveau de sens. Donc essayez simplement de méditer dessus, hein, c'est-à-dire observer, sans faire quoi que ce soit. Alors, est-ce que vous avez pu lâcher des choses? Ou est-ce qu'il y a toujours des nœuds? Ah, on prépare l'ouverture face aux agitations. Et comme on voit l'agitation comme un phénomène, comme un nuage, donc forcément, lorsqu'on voit, lorsqu'on va dire on sort de la méditation, ben, on voit les mouvements tels qu'ils se présentent lorsqu'on médite. Donc il n'y a rien d'intéressant en fin de compte. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans cette ouverture de conscience. Alors, on pourrait nous dire qu'on est en pleine conscience, même si on ne fait rien. La pleine conscience, c'est souvent utilisé à travers une action, une activité. Et quand vous marchez, quand vous mangez, quand vous discutez, voilà. Ça, on peut utiliser cette pleine conscience. Mais quand nous méditons, on peut utiliser la pleine conscience vis-à-vis des phénomènes, tout simplement, même si extérieurement, nous sommes figés, nous ne bougeons pas, mais intérieurement, il y a beaucoup de mouvements. En fait, la pleine conscience n'est pas utilisée que pour l'extérieur, hein, que pour le corps, quand on est assis, on s'allonge, etc. Elle est aussi utilisée pour l'intérieur, mais en lien avec l'extérieur. Et des fois, l'extérieur provoque des points en fait déclencheurs de l'intérieur. Et donc là, on peut voir que ce son, cette musique, même si on ne comprend rien, ça peut nous bercer, on peut s'endormir, ou bien ça peut nous énerver. Donc, on peut voir ça, ce lien-là. Mais on pourrait non pas dire c'est à cause de la musique que je suis perturbé. Je suis perturbé parce que j'ai ce schéma qui est là, qui est déclenché par cette énergie extérieure. Donc on pourrait à ce moment-là se dire là, mais ça veut dire qu'il faut travailler, il faut voir ce schéma et pas voir la musique. C'est quand ça nous énerve, on va demander à ces personnes en bas d'éteindre la musique. Oui. Donc je pense que c'est une transition et cette forme de méditation, c'est vraiment avoir cette ouverture totale de la conscience et pas bloquée. Et des fois, c'est comme quand vous regardez un film d'horreur et que vous détestez les films d'horreur, bah vous allez dire, vous allez faire ça. Ah, je vois rien, je vois rien. Mais quand même, vous avez un œil. Vous voyez, et quand c'est trop fort, vous fermez complètement les yeux. Et en fin de compte, on devrait à ce moment-là voir ce film et voir qu'est-ce qui déclenche et pourquoi on a peur. Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est peur qu'on va vivre réellement ça? Et, donc on peut à ce moment-là voir qu'est-ce qui provoque chez nous cette peur et analyser ça. Donc ça, c'est la forme analytique de la méditation. On n'a pas fait l'analyse de tout ça, mais on peut à un moment donné méditer dans l'analytique. Analyser comment fonctionnent nos émotions, tel type d'émotion, on peut analyser. Si vous êtes en couple et que vous êtes souvent jaloux, par exemple, ça arrive,
Ben, regardez, est-ce que c'est ce que vous voyez? Ou est-ce que c'est ce que vous entendez? Ou est-ce que vous sentez? Imaginez, vous sentez l'odeur de parfum d'une femme chez votre mari. Vous ne connaissez pas. Et donc, vous pouvez analyser ça. Et regardez, qu'est-ce que c'est que la jalousie? Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Qu'est-ce que ça implique à l'extérieur? Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que ça justifie? C'est tout ça. Ça, c'est l'analytique. On a un schéma, c'est pour ça qu'on utilise ce schéma-là. Si on n'avait pas de schéma de jalousie, on ne serait jamais dans la jalousie. Mais parce qu'on ne voit pas, donc on ne voit pas pourquoi ça se déclenche. Okay. Voilà. Mais ce schéma, il est bien ancré chez nous. C'est pour ça qu'il est projeté. Mais ça, c'est lié à l'attachement, c'est lié à une posture aussi. Donc il faut décortiquer tout ça. C'est ça quand on parle de lâcher prise dans la pratique, alors qu'on met en place les formes de méditation pour apprendre au lâcher prise, puisque plus on lâche, plus on sera léger, dans ce sens-là. Mais si vous regardez bien, alors, vous allez me dire peut-être c'est compliqué. Quand on me pose la question, lâcher prise, c'est compliqué. Ok, c'est compliqué. Mais pourquoi c'est compliqué? Et je pense que le lâcher prise, on n'a même pas besoin, on le fait sans arrêt, sans le savoir. Quand vous marchez dans la rue, vous rencontrez une personne, vous prenez bien conscience qu'il y a la personne, et vous continuez votre chemin. C'est pas du lâcher prise, ça. Vous le faites sans arrêt. Mais qu'est-ce qui est compliqué dans le lâcher prise? En fait, le lâcher prise, il n'est pas difficile. On le fait sans le savoir. C'est pas le lâcher prise qui est difficile. C'est les liens qu'on y met dans l'objet. Et qui vous demande de vous attacher? Si on vous posait cette question, qui vous demande de vous attacher? Vous allez dire... C'est l'attachement au souvenir, c'est l'attachement aux émotions. C'est moi. Le lâcher prise, c'est pas extérieur. Donc, si la personne, elle est là, on peut avoir le lâcher prise à l'intérieur. C'est pas parce que on n'aime pas la personne, on fait du mal, puis on dit à la personne dehors. Et là, on dit lâcher prise. Ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. Et on dit, moi, j'ai pratiqué le lâcher prise tout le temps. J'ai lâché mon travail, c'est le lâcher prise. J'ai lâché mon patron. Vous voyez, c'est comme ça. J'ai lâché mon mari, j'ai lâché ma voiture. Je veux dire, non, ça c'est fuir en quelque sorte. J'arrive pas à supporter. Soit je mets dehors, soit c'est moi qui sors. Je veux dire. Donc j'ai rien résolu intérieurement. Extérieurement, j'ai fait évoluer la situation. Mais intérieurement, il n'y a pas d'évolution. Donc, quand on parle de lâcher prise, on parle de l'intérieur. Quand on parlait de l'intérieur, on doit parler de ce qui nous noue intérieurement. Parce que on lâche que si on s'est attaché. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre l'attachement, le détachement, le non-attachement. C'est très subtil, c'est très proche en même temps, mais c'est pas pareil. Le non-attachement, il n'y a pas d'action d'attachement. Voilà, je traverse la route, je rencontre quelqu'un, il n'y a pas d'attachement. Ça, c'est le non-attachement. Voilà. Mais quand vous vous attachez, il y a le détachement. C'est quand vous faites un nœud, il y a un nœud, donc il faut enlever ce nœud.
Donc, vous allez à l'inverse de ce que vous avez fait avant. Mais c'est vous qui avez fait ce nœud, personne d'autre. Donc, on ne pourrait pas aller dire à votre voisin ou à votre mari, maintenant, il faut que tu te détaches de moi. Vous voyez? Non, c'est vous, intérieurement. Vous avez créé ce nœud, vous devez vous détacher. Mais le problème dans ça, c'est quand vous avez créé ce nœud, l'autre en face a aussi créé un nœud. Et donc vous pouvez vous détacher de votre nœud, c'est-à-dire vous dénouer, mais l'autre en face n'a pas dénoué. Donc il sera toujours là à vous appeler, à être derrière vous. Et à ce moment-là, vous devez dire, il faut que je l'aide à se dénouer. Parce que vous avez su comment vous dénouer. Donc vous pourrez expliquer comment vous avez fait à cette personne pour qu'elle puisse le faire. Et donc être libre, c'est pas simplement moi, je suis là, je suis libre. Il suffit qu'une personne pense à moi, je suis plus libre. Savez-vous quand est-ce que l'attachement se déclenche? Ça, ce serait intéressant de le savoir. Quand? Mais qu'il y a une dette, karma, il y a Alors, quand on parle du karma, il y a forcément un lien, mais on peut lâcher prise. Mais le lien, il reste. Mais intérieurement, on est libre. D'accord? C'est-à-dire quand il y a une dette karmique avec une personne, on va vivre avec la personne. On est obligé de payer des dettes. Voilà, on a des dettes, on paye, sinon la personne paye, parce qu'elle a des dettes avec nous. Et on peut être libre à l'intérieur. Intérieurement, on peut lâcher prise, parce que quelqu'un qui pratique la liberté intérieure dira, je comprends qu'il y a une dette karmique, donc j'accepte complètement cette dette, ça ne me fait rien, même si je dois payer. Hein? Mais des fois, vous voyez bien que quand vous payez vos dettes, eh ben, vous régénérez derrière la même dette. C'est comme quelqu'un qui vous insulte, vous insultez à nouveau. C'est pareil. Hein, on vous fait du mal, vous répondez. Pareil. Vous voyez? Eh ben, vous régénérez derrière des dettes. Vous n'avez pas compris qui a commencé, en fin de compte. Mais dans votre structure de fonctionnement, vous voyez que c'est l'autre qui commence. Dans cette vie, c'est l'autre qui commence. Mais si on remontait les vies d'avant, peut-être que c'est vous qui avez commencé. Et aujourd'hui, vous avez la réaction de votre action. Mais c'est compliqué, je l'admets, c'est compliqué de comprendre cette logique. Mais si vous ne comprenez pas cette logique, ce n'est pas grave dans un sens. Juste comprendre, l'action implique la réaction. Donc si vous faites une action, attendez à une réaction. Ne fuyez pas la réaction parce que c'est lié à votre action. Et c'est ça aussi. C'est parce qu'on fuit la réaction en faisant cette action. Les choix sont liés à la lumière, à la sagesse. C'est comme ça qu'on voit les choses. C'est comme ça qu'on voit que cette action implique cette chaîne de réaction. Tant qu'on n'a pas cette sagesse-là, cette logique universelle, tout simplement, eh bien, ce sera une logique personnelle. On aura une perception restreinte, tout simplement, du résultat de cette action. Mais pas plus loin. C'est comme si vous pensez faire bien maintenant. Mais en fait, quand vous faites ça, c'est bien là, mais pas bien là-bas. Donc il vous manque des données, il vous manque des liens logiques pour pouvoir construire plus loin votre puzzle. Le puzzle, il se fait par des morceaux. Si vous faites que 2 morceaux de puzzle et que ça s'imbrique, vous allez voir juste une partie de l'image de cette réaction. Tandis que si on arrive à voir
plusieurs morceaux en nous, c'est-à-dire la sagesse, c'est-à-dire les angles de vue de ce type d'action-là, ben on va voir beaucoup plus loin. Et quand on voit beaucoup plus loin, ben on comprend mieux. Et une personne qui a compris, par exemple, les dettes karmiques, c'est-à-dire le lien successif des actions, des réactions de vie en vie, une personne qui comprend ça aura plus de facilité à valider qu'une personne qui ne comprend pas. Vous voyez bien que dans une situation de vie, lorsqu'on ne comprend pas pourquoi ça arrive qu'à moi, pourquoi cette personne a frappé à ma porte et puis m'a fait ça, là je suis bloqué dans ma vie. Je ne comprends pas, donc je me bloque. Mais quand on ouvre à une compréhension, ben là, il y a beaucoup plus de possibilités pour moi derrière. De toute manière, on ne peut pas faire autrement quand les choses arrivent et frappent à notre porte, on ne peut pas faire autrement. Quand vous avez une maladie chez vous, elle frappe à votre porte et qu'elle rentre chez vous, vous n'avez pas de choix. Vous ne pouvez pas dire bah, sortez de mon corps, vous n'avez pas de choix. Donc il y a des moments où vous devez être conscient qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Ça, c'est la clairvoyance. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autres possibilités. Les choses arrivent, mais maintenant, je vais voir quels sont les outils et quelle attitude je vais avoir face à ce qui rentre chez moi. Parce que je n'ai pas d'autres possibilités. À part le traitement que j'aurai, ben, je vais suivre ce traitement. Si j'ai confiance en la médecine, etc., je vais suivre. Mais je n'ai pas d'autres possibilités. Et il y a aussi mon état. Parce que quand je suis inquiet, eh ben, ça va fragiliser mon intérieur. Quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui dit bah, je suis malade, et alors qu'est-ce que ça fait? Bon, des moments où je suis fatigué, très bien, j'accepte. Des moments où je suis en pleine forme, j'accepte. Des moments où je peux parler, j'accepte. Donc, vous pouvez vivre chaque instant de cette manière, mais avoir une attitude qui soit juste face à ça. C'est simplement regarder votre attitude et voir si cette attitude est vraiment en accord avec votre bien-être. C'est-à-dire accueillir, accepter les choses. Parce que si vous avez une attitude qui va à l'encontre de votre bien-être, que ce soit la colère, vous êtes triste, vous n'êtes pas content parce que vous êtes malade et ça tombe sur vous, etc. Regardez si c'est la bonne attitude à ce moment-là. C'est-à-dire, vous avez perdu votre voiture, quelle serait la bonne attitude pour préserver votre bien-être? C'est de chercher le bandit, le voleur, et de le mettre en prison. Et là, vous serez bien. Mais vous savez bien qu'il y a des moments où on ne retrouve pas le voleur. Donc vous allez maintenir votre mal-être tout le long. Il faut vous poser ce type de questions. Et ça, c'est une vraie prise de conscience. On n'est pas idiot par rapport à ça. C'est pas qu'on se laisse faire. Souvent, les gens disent, mais les grands méditants, ils sont passifs, ils font rien, voilà, ils sont indifférents à ce qui se passe. On voit la guerre, etc. L'autre, il médite devant, il est indifférent. Non. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la pratique. Pensez-vous, est-ce que une personne qui est stable, calme, est-ce que cette personne apporte des choses bien au monde, ou est-ce que c'est une personne qui est sans arrêt à s'exciter, à vouloir faire des choses, etc. C'est une question, hein. Quelle est la personne la plus bénéfique pour le monde à l'heure actuelle? Une personne paisible ou une personne agitée? Par rapport à ces différentes directions, bien entendu, quand le fruit n'est pas encore mûr, on peut arrêter d'arroser et jamais on aura le fruit. D'accord? Donc c'est un choix. Mais quand le fruit est déjà mûr, on n'a plus le choix. On est obligé de laisser le fruit tomber et de le manger. Donc ça, c'est notre karma.
C'est les situations karmiques où on est obligé de vivre avec. Et donc il n'y a pas de choix, entre guillemets. Le seul choix, c'est de ne pas replanter ou de réarroser. Ça, c'est un choix. Mais on n'a pas le choix par rapport au fruit qui est déjà mûr. Le choix qu'on a à l'heure actuelle, je peux prendre l'exemple des catastrophes. On peut rester à méditer. Si, pour nous, la survie physique est plus importante, eh bien on va faire les choses parfois sans réfléchir, selon ce qu'on pense faire dans la logique. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre choix que d'y aller. Je veux dire, des fois, on a la possibilité de sauver des personnes, hein, sauf qu'on n'a pas les compétences pour sauver les personnes. Mais sous prise de panique, eh bien, on va quand même aller sauver les personnes. Mais comme on n'a pas les compétences, ben, on tombe aussi avec la personne. Donc ça dépend vraiment de notre regard et puis de comment nous fonctionnons, hein, entre guillemets. Mais c'est pareil. Où on se positionne par rapport à cette vie, hein, parce que si vous dites que la vie physique est plus importante que la vie non physique, par exemple, ben, vous avez d'autres directions. Si vous dites que la vie physique est moins importante que celle qui est non physique, ben vous allez peut-être aller méditer, aller faire des choses énergétiquement, etc. Et donc on a ces deux cas dans le monde. On côtoie, vous voyez bien que ceux qui s'intéressent au bouddhisme, c'est ceux qui sont connectés à tout ce qui se passe à l'intérieur, au schéma intérieur. Mais ceux qui sont très matérialistes pourraient parler du bouddhisme, ils vont pas forcément comprendre et ils vont peut-être fermer la porte. Donc ça dépend de chacun, mais on est lié à quelque chose. Ça, ce qui est sûr. Et chaque action qu'on réalise a des répercussions derrière, bénéfiques ou non. Ça aussi, mais ça dépend aussi de la clarté qu'on y met et la sagesse qu'on a pour pouvoir dire c'est le bon moment ou c'est pas le bon moment. Mais parfois on ne le sait pas, c'est pas grave, on y va quand même. La patience va nous permettre de réitérer nos actions et de voir, alors ce moment-là, ce sera le bon. Mais dans tout ça, il y a forcément le lâcher-prise. Parce que si on se cramponne toujours sur un processus qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire il y a une résistance, hein, s'attacher, c'est résister, entre guillemets. Et dans le bouddhisme, l'attachement est déclenché lorsqu'on ne voit pas en face comme la vacuité. Alors, c'est dur à comprendre, ça. Mais si on ne voit pas en face que c'est de la vacuité, on va prendre, et ça, c'est la posture de nos désirs, comme quelque chose de profitable, un intérêt, une sensation agréable ou une sensation désagréable. Quand vous êtes dans une sensation agréable, l'attachement. Quand vous êtes dans une sensation désagréable, il y a aussi attachement. C'est pour ça qu'on est toujours dans l'attachement. C'est pour ça qu'on est toujours à renaître et on se reconnecte à nouveau parce qu'on s'attache. Et la roue des existences fonctionne comme ça. La roue, elle n'existe pas. À chaque fois, on redonne de l'essence et ça redémarre. Et dans cette essence-là, eh bien, on doit rendre nos dettes. On fait souffrir l'autre aujourd'hui, demain, ce sera l'autre qui va nous faire souffrir. Et c'est sans arrêt comme ça. Et on voit que le monde, eh bien, tourne dans ce sens. On a beau faire des guerres, on en fait encore. Et pourtant, les personnes qui sont à la tête de tout ça, ils ont une réflexion, ils ont une logique. Oui, c'est parce qu'il y a un manque de sagesse, un manque de lumière.
et qui obscurcit tout simplement un côté. Et ce côté, comme on pense qu'il est toujours profitable, eh bien on y va. Quand c'est pour du profit personnel, sachez qu'il y a de l'attachement personnel. C'est pour ça qu'on souffre dans nos relations. Si je vous posais la question, est-ce que vous pouvez aimer sans souffrir? Si vous êtes en couple, en famille, ceux qui ont déjà vécu dans une relation, est-ce que vous avez aimé sans souffrir? Si vous avez pu aimer sans souffrir, d'habitude, la relation, elle resterait. Qui est-ce qui abandonnerait une relation où il n'y a pas de souffrance? On abandonne quand il y a souffrance. Donc c'est là aussi où on est un peu désorienté par rapport au lien qu'on a avec les autres. Mais dans le bouddhisme, c'est très clair. Amour perso, c'est-à-dire égoïsme, égale souffrance. Parce que dans amour, il y a attachement. Et quand il y a attachement, il y a identification de l'objet, de la personne. Et quand vous identifiez, eh ben c'est votre propriété. Mais qui veut vivre dans la propriété d'un autre? C'est là où ça coince. C'est là où on crée de la souffrance. Et quand on crée de la souffrance, eh bien on a peur d'aimer maintenant. Il y en a qui disent, moi je ne veux pas aimer parce que je vois tout ce qui se passe autour de moi. Mais il y en a qui ont besoin d'aimer ou d'être aimés. Mais est-ce qu'on a vraiment un besoin perso? Ou est-ce qu'on en crée le besoin? Et on veut combler ce besoin. Je pense qu'on peut vivre ensemble, même si on est avec une seule personne. Mais il faut que cette relation soit bien nourrie. Donc si vous nourrissez cette relation amoureuse d'éléments qui soient une bonne nourriture pour cette relation, je pense qu'il n'y a pas de souffrance. Mais pour pouvoir vivre avec une personne, il faut comprendre la personne. Et des fois, on se lance sans comprendre la personne, parce que nous sommes impatients. Et si on ne comprend pas la personne, forcément, on va faire des choses qui ne sont pas en accord avec elle. Et donc, ça provoque des conflits. Donc, le lâcher-prise peut nous aider dans nos relations. Le problème, c'est que quand les personnes nous envoient des choses qui ne sont pas du tout bénéfiques pour nous, on prend et on garde. Et quand elle nous fait la tête, elle nous envoie cette image, bien on garde sans arrêt, on revoit, même si elle ne fait plus la tête, on revoit sa tête. Et après, on ne sourit pas, parce qu'on a cette image-là. D'habitude, on ne garde pas ce qui est pas bon pour notre santé. Donc, si vous êtes dans une relation et que vous voyez ce qu'on vous apporte n'est pas une bonne nourriture pour vous, ne gardez pas. Ça veut dire lâcher prise. Refusez. Le Bouddha, il disait, quand on vous donne une pièce et que vous n'acceptez pas, où va la pièce? Ah, donc d'accord. C'est-à-dire que si on vous donne une pièce et que vous ne voulez pas prendre la pièce revient à la personne qui vous donne. Logique.
Donc aussi, on vous donne cette tête. Faut pas la prendre. Mais vous le prenez et vous le gardez. C'est pas logique. C'est pour ça que dans la vie, vous allez recevoir des situations qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Eh bien, lâchez. Les insultes, les critiques, les reproches, tout ça, vous allez en recevoir. Eh bien, ne prenez pas, parce que ce n'est pas bénéfique pour vous. Mais, dans un sens, c'est logique. Le lâcher-prise, il est en soi très naturel. Il n'y a que le côté sensation agréable. Là, il n'y a plus de lâcher-prise. Il faudrait peut-être avoir une sensation neutre. Mais est-ce que neutre, ça définit un être humain? Ah, ok. Ben, pas neutre alors. C'est agréable, mais je lâche mon émotion. Ça, on peut. Parce que si c'est neutre, il n'y a pas besoin de lâcher prise. Parce que c'est le non-attachement. Vous voyez? Donc, si on pratique correctement le lâcher prise, il faut voir à quel niveau on veut le pratiquer. Si vous voulez le pratiquer avant l'attachement, vous pouvez. Parce qu'il n'y a pas de lâcher prise. Mais si vous voulez pratiquer après l'attachement, eh bien, ça va être un peu plus difficile et ça dépend du niveau d'attachement que vous aurez. Qu'on dit lâcher, si je tiens par exemple une pièce, je lâche la pièce, elle va tomber. Est-ce que c'est ça? Je parle de l'intérieur, hein, je ne parle pas de l'extérieur. En fait, quand on lâche, il y a ce geste, mais il y a ce geste. Je dois lâcher complètement mon bras. Et là, c'est le lâcher-prise. Oui, dans le lâcher-prise, il y a prendre. Donc, si vous n'avez pas pris, il n'y a pas de lâcher. Ce qui est logique. Donc, je pense que des moments de votre vie, identifiez déjà ce que vous êtes en train de tenir. Mais on est dans la période de vacances, de Noël. Vous avez reçu plein de cadeaux. Hein, on vous a donné des cadeaux. Mais les personnes qui vous donnent des cadeaux voudraient voir votre visage quand vous allez ouvrir les cadeaux. La personne a lâché son argent pour acheter ce cadeau, mais n'a pas lâché le cadeau. Parce que pour elle, elle veut voir comment vous êtes face à ce qu'elle vous a offert. Donc elle est toujours attachée au cadeau. Et donc, pratiquer le lâcher-prise, c'est très profond dans un sens. Mais c'est cette liberté intérieure qu'on acquiert quand vous lâchez. C'est pour ça que donner du sens au lâcher-prise, c'est pas simplement quand vous méditez, c'est dans la vie au quotidien. C'est pour ça que quand vous gardez le sourire intérieur, vous n'avez pas besoin de vous attacher parce que vous n'êtes pas attaché. Si vous êtes attaché, vous n'avez pas le sourire intérieur. Quand je parle de sourire intérieur, c'est un sourire qui est naturel intérieurement, pas fabriqué parce que je suis heureux. Oui. C'est dans ce sens que le Bouddha, lorsqu'il expliquait la méditation, il expliquait dans le sens de vacuité. Celui qui pratique la vacuité des phénomènes, c'est-à-dire voir en face que tout doit changer. Vous voyez, vacuité, c'est aussi que tout doit changer. Et comme tout doit changer, on ne doit pas s'attacher. Parce que les choses changent, donc on ne peut pas s'attacher quand ça change. Si ça change et qu'on s'attache, c'est qu'on s'attache à un passé. Donc, quand vous pratiquez ça, eh bien, vous devez vivre que le présent. Donc, le passé est derrière.
Donc vous lâchez le passé. Et l'attachement se fait beaucoup par le passé, d'accord? Et le stress beaucoup vers le futur. Donc vous avez une voiture, retour dans le futur. Donc le bouddhisme, il est au présent. Il y avait une histoire comme ça du Bouddha sur deux grands disciples, un disciple un peu âgé et un disciple beaucoup plus jeune, donc qui traversait, donc qui devait traverser une rivière pour aller voir le Bouddha. Sur leur chemin, ils se mettaient devant, voilà, ils rencontraient la rivière, et devant cette rivière, il y avait une jeune femme qui était là, et le moine âgé a vu cette femme et a demandé à cette femme, si vous voulez, je vous porte sur mes épaules et je vous fais traverser la rivière. Et donc ça s'est fait comme ça, ils ont traversé la rivière. Et puis arrivé sur l'autre rive, le moine âgé a déposé la jeune femme, qui lui a remercié, et puis elle est partie. Et donc ces deux moines ont continué leur chemin pour aller voir le Bouddha. Et sur le chemin, le moine âgé a observé sur le visage en fait du jeune moine et voyait qu'il n'était pas très souriant. Genre un peu fait la tête, quoi. Il fait un peu la tête. Et arrivé donc au Bouddha, le Bouddha a dit, alors, comment ça s'est passé, votre trajet? Le moine âgé dit, tout ça s'est très bien passé. Tandis que le jeune moine a dit au Bouddha, ben, c'est pas très bien passé, je suis pas très bien. Alors le Bouddha a demandé, mais pourquoi tu n'es pas très bien? Ben, parce que tout à l'heure, sur le chemin, on a rencontré une jeune femme et puis voilà, mon collègue a porté cette jeune femme sur ses épaules et puis a fait traverser. Et puis dans nos vœux, dans nos préceptes de moine, on ne doit pas toucher les femmes. Et voilà. Et donc je suis pas bien quoi quand j'ai vu ça. Et le Bouddha a répondu donc à ce jeune moine. Il a dit, en fait, ton collègue, lorsqu'il a porté cette jeune femme, il l'a portée juste pour l'aider à traverser la rivière. Et quand il a déposé, la jeune femme n'est plus là. Mais pour toi, la jeune femme est toujours dans ta tête. Ça montre tout simplement qu'il n'y a pas ce lâcher-prise. Il n'y a pas le lâcher-prise, d'une part, sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire le passé, mais il n'y a pas non plus de souplesse dans la pratique des préceptes. Alors, si on a des préceptes et qu'on est trop rigoureux, rigide sur nos préceptes, eh bien, on va mener une vie compliquée. Et les personnes qui sont rigides sont des personnes qui sont compliquées dans la vie. Les personnes qui sont intérieurement souples sont des personnes qui ont une vie beaucoup plus adaptée, qui s'adaptent beaucoup plus facilement aux situations. Donc, un autre enseignement sur cette histoire, c'est le moment présent. C'est que vivre, c'est vivre dans le présent. Et l'équilibre se trouve toujours dans le présent. Donc, si on arrivait à comprendre ça, eh bien, on peut appliquer ça dans notre quotidien. Surtout dans un monde où on court sans arrêt, un monde qui est agité, un monde où on n'a pas le temps de se poser et d'analyser tout ça. Donc si on pouvait arriver à vivre l'instant présent, bien ça peut nous sauver de certaines émotions. C'est pour ça que dans votre vie, vous ne pourrez pas maintenir ce qui est impermanent. Comme un couple qui se connaît, qui vient de se connaître, tout est bien,
Ces deux personnes voyagent ensemble, font tous ensemble, toutes les activités, les sorties. Ils ont une vie ensemble, jusqu'au moment, à un moment donné, on peut choisir autre chose. Le mari ou la femme peut dire je voudrais une activité dans ma vie sportive parce que je me sens fatigué, donc je vais faire je sais pas, une activité sportive, fitness, boxe, etc. Ou faire autre chose, ou avoir un autre travail qui me permet de voyager, par exemple. Vous voyez, déjà ça peut changer énormément de choses dans la vie de couple, mais en même temps dans la structure relationnelle. Et si on pense posséder la personne, on ne va pas vouloir ce changement-là. C'est pour ça que des fois, on doit discuter avec cette personne, parler, expliquer que moi, j'aimerais bien changer de vie professionnelle. Voilà, ça me permet de grandir, d'être beaucoup plus dans une autre forme d'évolution en fait, professionnelle. Mais c'est pas sûr que c'est accepté. Et juste ça montre que cette forme de relation, c'est une forme qui est conditionnée, qui est enfermée. On est prisonnier, entre guillemets, d'une relation. Même si relation, il y a le lien, mais un lien peut être libre, ce qui est contradictoire dans le sens même de ce terme-là. Mais être heureux avec une personne, c'est être libre avec la personne. Donc, si vous êtes dans une relation, il faut tout de suite mettre ce point en avant. Je peux être avec toi si je suis libre. C'est compliqué. Mais c'est comme ça que la relation peut durer. Vous nourrissez d'une qualité qui est la liberté dans cette relation-là. Mais je pense qu'il faut quand même y réfléchir pour voir si je pense que ça fonctionne. Le Bouddha, il disait ça fonctionne. C'est comme ça qu'on se respecte, entre guillemets. Respecter la liberté de l'autre. Et c'est que nos concepts qui enferment les choses. Quand quelqu'un qui est libre et qui est avec vous, jamais ça lui donnera l'idée de divorcer. Parce que cette personne, elle est bien avec vous. Parce que vous êtes unique, parce que vous êtes la seule personne qui va dire « je te donne la liberté ». Vous voyez, donc ça donne du sens, entre guillemets. C'est une logique de vie dans une relation d'harmonie. Mais je pense qu'il faut le tester. Il faut vraiment mettre en place ça, même dans les relations des enfants, avec les enfants, c'est pareil. Si les enfants ne leur donnent pas la liberté, à un moment donné, ils vont s'étouffer. Ils attendent que le bon moment pour partir, pour s'envoler. Et ça, on a ces expériences-là autour de nous. Donc il y a cette liberté qu'on doit préserver avant tout pour les autres, mais nous aussi, on doit avoir cette liberté. Je pense qu'on peut s'attacher, on est quand même des êtres humain, on est des êtres affectifs, on peut s'attacher à des personnes, même vous voyez bien qu'une personne qui est avec nous en couple, quand on rentre à la maison, quand cette personne nous fait la tête, elle ne va pas nous dire bonjour. C'est vrai. C'est pour ça que des fois, on remplace par des chiens, des chats. Et quand on rentre à la maison, le chien, il est toujours là pour nous accueillir. Enfin, je dis pas ça pour que vous changiez de partenaire. Je dis juste ça comme remarque, comme constatation. D'accord. Mais ça montre aussi
qu'on cherche la facilité. On peut avoir, bien entendu, un chien, un chat chez nous, mais ce qui est important dans toute cette expérience avec l'autre, c'est comment je fais pour moi me changer. Parce que le vrai problème, c'est qu'on veut toujours changer l'autre. On veut que l'autre soit en accord avec nous. On s'adapte à notre manière de fonctionner. Vous voyez, des fois, des personnes très compliquées. Juste le tableau qui est un peu penché, c'est fini. On ne dort pas ensemble ce soir. Des fois, c'est des personnes qui sont compliquées. Et donc, je pense que si on veut construire quelque chose de solide, il faut se baser sur des qualités. Compassion, bienveillance, patience. La patience dans un couple, c'est quelque chose. Au début, tout le monde est patient. Mais plus on avance dans le temps, il y a un peu moins. Et donc, il faut savoir que où est-ce qu'on a mis une couche pour cacher la patience. Mais on n'a pas perdu la patience. C'est quand on rencontre une autre personne, ben on devient patient. Et donc, il y a tout ça. C'est des schémas, c'est nos propres schémas. Donc, il faut voir en détail ces schémas-là chez nous et appliquer correctement donc, les moyens. Mais ce n'est pas simplement des moyens de méditation, c'est des moyens d'analyse sur notre attitude face à ce type d'expérience et apprendre à changer, à se changer intérieurement. Déjà, le terme de sacrifice n'existe pas dans sa posture. Il le fait pour le bien des êtres. Donc un bodhisattva, lui, il n'a pas cette posture de sacrifier, mais nous, de l'extérieur, on voit qu'il se sacrifie. C'est comme une mère qui va donner son cœur à son enfant. Les gens vont dire, elle se sacrifie pour lui. Vous voyez ? Mais si la mère, elle est complètement consciente et elle est complètement en accord avec ce choix, c'est un vrai bodhisattva. Il n'y a pas de souffrance. C'est pas un sacrifice. C'est juste un don. Un don, c'est pas un sacrifice. C'est un état de générosité. Plus on est généreux, c'est-à-dire plus on s'ouvre vers la générosité, sans le savoir, plus on lâche prise. Voyez ? Donc la qualité de générosité, c'est une qualité qui déclenche le lâcher prise. Et pour ça, il faut avoir cette perception vis-à-vis des êtres. Donc, dans ce type de situation, c'est du lâcher-prise, c'est s'adapter à l'autre. C'est être souple. Pour ça, on dit toujours, la vie avec les autres, c'est l'eau. C'est transmettre de l'eau qui est souple, qui s'adapte à tout type d'environnement. La pratique intérieure, c'est un rocher. C'est dur, personne perturbe l'intérieur. Donc le méditant construit son rocher intérieurement. Il va vivre avec les autres, avec l'eau de ses qualités. La compassion, la bienveillance, la patience, la générosité. Il vit avec les autres, avec ces qualités-là. Donc, il est sans arrêt dans ce mouvement intérieur. Lorsque les situations arrivent, c'est un rocher. Lorsqu'il donne, c'est de l'eau. Et donc, cette posture, cette attitude-là, eh bien, nous fait vraiment avancer, nous déjà intérieurement, mais le monde, ces bodhisattvas transforment le monde. Parce que le monde ne s'énerve pas, il s'adapte. Quand vous adaptez à une personne, à son comportement, il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de jalousie. C'est un accord. L'autre est à ce niveau, vous montez à son niveau. Vous êtes en accord.
Donc les choses sont en harmonie. Donc vous vivez en harmonie. On ne dit pas que tu t'es rabaissé, parce que d'autres diront, mais il ne faut pas te laisser faire. Mais ces personnes-là provoquent un conflit là où il n'y a pas de conflit. C'est ça aussi. C'est que le monde, on nous laisse une chaîne, et cette chaîne, on s'enchaîne. C'est pour ça qu'on est tiré par le monde extérieur. Il n'y a que ce rocher qui dit stop. Il dit stop. J'observe. J'analyse, je réfléchis. Je pense que la meilleure des mères, c'est celle qui se met au niveau de ses enfants. Ah, si vous avez connu des parents comme ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a toutes les qualités qui sont envoyées aux enfants. C'est pas du personnel, c'est vivre pour les autres. Donc si vous êtes dans cet état de bodhisattva, ne soyez pas en couple. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'autre en face puisse comprendre votre état de bodhisattva. Sinon, c'est très compliqué. Vous êtes sans arrêt ouvert pour les êtres, sans arrêt à aider les êtres. Et si la personne à côté dit « et moi alors ?» c'est compliqué. En tout cas, si vous avez cet état de bodhisattva, choisissez une vie où ça vous permettra de remplir votre fonction de bodhisattva. Sauf si la personne qui est avec vous est aussi dans ce sens-là. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais si elle n'est pas dans ce sens-là, ça va restreindre votre fonctionnement. Et je pense que la meilleure façon, c'est d'arriver et de faire des souhaits pour qu'on puisse renaître avec une connexion avec des êtres qui ont cet état de bodhisattva et de vivre en couple avec ces êtres-là. Parce que ça déploie une force. Il y a une force incroyable quand vous agissez dans la même direction. Vous voyez, si vous êtes en couple et que votre couple vienne, je ne sais pas, faire dans une association, faire du bénévolat, il y a une vraie force. Il n'y a jamais de conflit. Il n'y a pas à se dire, c'est à cette heure que tu rentres. C'est parce qu'il y a vraiment ça. Et je pense que c'est la meilleure façon, en fait, de déployer notre sens de vœu de bodhisattva. Donc on va faire la dédicace et je vous libère. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous. Merci. Portez-vous.